Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous nous entendez bien. On va laisser peut-être une petite minute pour les derniers arrivants et puis après on commencera. Bon, je pense qu'on peut commencer et les personnes nous rejoindront au fil de l'eau euh, lorsqu'elles arriveront. Eh bien, écoutez, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Aujourd'hui, on va se parler de prédiction des ventes. Alors, l'idée étant de répondre à une problématique assez classique du marketing, qui est comment anticiper les comportements d'achat des clients pour mettre en face la bonne proposition de valeur et le bon niveau d'investissement. Alors, la pratique en soi, elle n'est pas nouvelle, mais son exécution, en revanche, elle est souvent complexe, chronophage également, et les résultats peuvent parfois manquer de précision. Mais la bonne nouvelle, c'est que le développement des technologies big data et également les avancées sur l'utilisation de l'IA à des fins business, elles peuvent permettre d'optimiser et automatiser ce processus de prévision et même aller jusqu'à recommander des scénarios d'optimisation pour maximiser son KPI principal, en l'occurrence ici les ventes. Et donc, pour illustrer tout ça, nous allons voir à travers ce webinaire comment Samsung automatise ses prévisions de vente e-commerce afin d'optimiser ses dépenses marketing. Et donc, pour commencer, ce que je vous propose, c'est que l'on fasse un rapide tour de table des différents intervenants, et en commençant par toi, Dounia. Donc, je te laisse te présenter. Ok, bonjour à tous. Donc moi je suis Dounia Elgrou, je suis responsable analytics et conversion chez Samsung France, pardon, depuis environ 3 ans maintenant. Bonjour à tous, moi je m'appelle Martin Dubuc, je gère l'équipe de satisfaction client chez Vertigo, et Vertigo c'est une plateforme d'intelligence artificielle, on y reviendra, qui optimise la prise de décision avec pour mission de rendre le commerce à la fois plus efficient et plus vertueux. Et rebonjour à tous. Donc moi c'est Nicolas Frocrin, je suis senior manager chez Converteo. Donc Converteo c'est quoi? C'est un cabinet de conseil pure player de la data au service du marketing et du business. Et on accompagne nos clients autant sur des sujets stratégiques qu'opérationnels. Et on couvre toute la chaîne de la valeur de la data sur des problématiques comme le média, l'acquisition, la relation client, l'optimisation de la performance e-commerce ou le pricing. Aujourd'hui, on est 420 consultants et on travaille pour plus de 200 grands groupes de tous secteurs confondus, dont Samsung justement, que l'on accompagne depuis de nombreuses années sur l'ensemble des problématiques que je viens d'évoquer. Et donc, pour commencer et rentrer dans le vif de ce sujet, est-ce que Dounia, tu peux nous expliquer quelle était la problématique de Samsung et la genèse de ce projet de prévision des ventes? Oui. Donc notre besoin initial, concrètement, c'était d'automatiser la prédiction des ventes sur le site e-commerce Samsung, avec deux objectifs principaux. Donc celui de faire gagner du temps de production aux équipes, et également que la précision des prédictions, elle soit au moins aussi bonne que celle que l'on réalisait jusqu'à présent à la mano. Voilà, il y avait également un besoin secondaire, c'était d'aider les équipes à prendre les bonnes décisions sur les composantes de la performance e-commerce. Je pense par exemple à l'efficacité de nos offres promotionnelles, la gestion de la disponibilité de nos produits ou encore la bonne allocation de nos investissements médias. Donc voilà, et finalement, on a décidé de recentrer un peu le POC sur ce dernier volet et de prioriser finalement l'optimisation des allocations des budgets médias pour deux raisons principales. Donc la première, c'est parce que c'est la composante vraiment majeure de génération de trafic et de conversion sur notre site. Et c'est à partir de cela qu'on réalise nos prévisions.
Et la deuxième chose, c'est parce que il y avait aussi un souci de disponibilité de la donnée. Même si on était conscient qu'il y avait un gros travail finalement de retraitement des datas, on savait que à la fin on serait beaucoup plus autonome pour construire un dataset rapidement. Donc voilà. Donc pourquoi avoir choisi Converteo et Vertigo pour ce POC. Alors déjà, j'en ai parlé. Enfin, avant de choisir la solution, j'ai parlé de ce besoin en fait à Nicolas et de nos problématiques. Nicolas nous suit sur le compte depuis pas mal d'années et connaît très bien le contexte Samsung. Donc il m'a parlé de Vertigo. Il avait également des retours d'expérience sur la solution. Donc on a décidé de lui faire confiance. On a rencontré du coup Martin qui nous a présenté la solution et on a décidé de lancer ce POC pour nous assurer de la pertinence de la solution dans notre contexte et être sûr que ça réponde à ce double besoin de prédiction et d'aide à la décision. Donc voilà, Converteo finalement on nous suit quand même depuis pas mal d'années. Il y a des consultants dans nos équipes, que ce soit chez moi en analytics, conversion, mais également au côté CRM, médias, etc. Donc on savait qu'en interne il y avait quand même aussi des ressources pour nous aider à réussir ce travail qui était pas négligeable. Et en Merci, effet, Julien. ce besoin, il se situe directement dans la couverture fonctionnelle de Vertigo. En quelques mots, je le disais en introduction, mais nous, on permet d'optimiser, voire d'automatiser un grand nombre de décisions qui sont liées au marketing en l'espèce, mais aussi au stock, aux appros, aux prix, aux promos, aux assortiments. Et techniquement, comment est-ce qu'on fait ça? On vient en fait combiner deux types d'algorithmiques. Une IA prévisionnelle basée sur le machine learning, on y reviendra, qui est capable d'anticiper les flux de demandes futures avec une précision importante, et une IA qui est davantage décisionnelle, qui permet en fait d'intégrer un certain nombre de contraintes business, de contraintes économiques, de contraintes métiers, dans l'objectif de suggérer la bonne prise de décision sur différents segments métiers. Et donc, à la fois de manière générale et également plus spécifiquement dans le cadre du projet Samsung, nous, Converteo, on travaille, on intervient de manière conjointe avec Vertigo en combinant à la fois nos expertises techno et conseils. Donc Vertigo apportant sa technologie et la maîtrise de sa plateforme et Converteo prenant en charge les différents aspects stratégiques et techniques du projet sur la phase de cadrage métier et data, mais également ses expertises de data engineering pour la sélection, la préparation et le nettoyage des jeux de données qui seront nécessaires à l'élaboration des prévisions, et également notre expertise en data analyse pour aider Vertigo et notre client à optimiser les modèles et leurs performances et également mesurer derrière les gains incrémentaux liés au projet. Et du coup, avant de vous présenter ce qui a été mis en place de manière plus précise chez Samsung, est-ce que Martin, tu pourrais nous faire un rapide rappel des principaux concepts qui se cachent derrière ces sujets de prévision? Oui, c'est vrai que c'est des technologies, l'IA et le machine learning en particulier, qui sont aujourd'hui de plus en plus utilisées largement, que ce soit sur des sujets de reconnaissance vocale, de voitures autonomes, de diagnostic de cancer ou d'optimisation d'algorithmes de YouTube, de Facebook ou d'Amazon, pour prendre que quelques exemples. Certains d'entre vous sont certainement familiers avec ces concepts. Je vais juste prendre une minute pour vulgariser un peu le sujet, qui permet aussi d'ailleurs de comprendre les différentes étapes de mise en place de cette solution spécifique pour Samsung. En fait, le machine learning, si on peut en donner une définition, ça vise à donner à un ordinateur la capacité d'apprendre sans être programmé de façon explicite. Parce que c'est ce qu'on voit sur ce petit schéma. De base, un ordinateur, en fait, c'est pas très intelligent. Ça fait une seule chose, des calculs. Ça vient convertir des données d'entrée au moyen d'instructions spécifiques pour donner un résultat, une sortie d'un point de vue calculatoire, que ce soit pour des calculs très simples ou pour anticiper la trajectoire d'un satellite dans l'espace, par exemple. Mais est-ce que tous les problèmes peuvent être résolus par des calculs? En fait, on se rend compte assez vite que la réponse est non. Bon, là, ce que vous avez sous les yeux, c'est un exemple un peu rigolo d'analyse d'image qui, pour un être humain, la distinction entre un muffin et un chihuahua en l'espèce paraît relativement évidente. Mais on pourrait se dire, une image, c'est simplement un canevas de pixels, donc des nombres qu'on pourrait additionner, multiplier pour en faire des calculs. Seulement, pour exécuter le calcul, il faudrait qu'on soit en capacité de le détailler
auprès d'un ordinateur, donc de lui dire si tu vois tel type de forme de pixels, il s'agit plutôt d'un chien, là plutôt d'un gâteau. Mais en fait, la conversion, on va dire, de ce signal électrique qui vient de nos yeux en l'idée de chien ou de gâteau, on n'arrive pas à l'expliciter. Et c'est là où le machine learning peut être très utile. Je le disais, ça vise à donner la capacité d'apprendre sans être programmé de façon explicite. Donc, concrètement, c'est un peu comme nous, êtres humains, on apprend à faire du vélo. Au début, on ne sait pas le faire. On va se mettre à essayer, à pédaler, à tomber, à se relever. Et au bout d'un moment, on arrive à faire du vélo, voire à en faire sans les mains. Concrètement, pour un algorithme de machine learning, l'approche est un peu semblable. Au lieu de donner, vous le voyez, des données d'entrée et des instructions de calcul, on vient en fait le nourrir un algorithme d'apprentissage, et notamment dans le cadre d'apprentissage supervisé, avec un certain nombre d'exemples. Donc, on va lui donner le problème qu'on veut gérer, les données en entrée et les exemples en sortie. Ça marche pour des valeurs discrètes avec l'étiquette de Chihuahua ou de Muffin, et ça marche pour des valeurs continues avec des variables de prévision de vente qui sont ou des prévisions de chiffre d'affaires qui sont un peu notre cas en l'espèce. Et donc, à mesure qu'on va l'alimenter avec cette série d'exemples, on va lui donner l'expérience, on va lui montrer la réponse que ce modèle était censé nous donner, et à partir de là, c'est à ce modèle, c'est à cette machine d'établir la correcte fonction qui permet de transformer la donnée d'entrée en donnée de sortie. Merci Martin. Et donc du coup, l'idée c'est de vous présenter les différentes phases du projet que l'on a pu mener pour Samsung sur ce sujet de prévision des ventes et d'optimisation des investissements médias. Donc ce projet il s'est déroulé en 4 grandes phases qui sont des phases assez classiques sur ce type de projet. La première, c'est une phase de cadrage, évidemment. Ensuite, et c'est un élément important, l'objectif est de pouvoir préparer tout un tas de jeux de données qui serviront derrière à la prévision. Une fois que ces données sont préparées, la troisième phase du projet, c'est d'arriver à établir un modèle de prévision que l'on viendra affiner et itérer pour s'assurer que du coup les prévisions fournies sont les plus accurate possibles. Et une fois qu'on a validé tout ça, la dernière étape du projet, elle consiste à identifier et mettre en place des optimisations pour améliorer ce KPI. Et en l'occurrence, comme je le disais précédemment, on s'est concentré dans le cadre de ce projet sur des optimisations du facteur qui est celui des investissements médias. Et donc, si on revient dans le détail des différentes phases, et en commençant par la phase de cadrage projet, ce qu'il faut retenir là-dessus, sur ça, c'est que il y a vraiment 4 grands critères qui sont extrêmement importants de définir et de valider en amont du projet pour que ce soit une réussite. La première, elle peut paraître toute bête, mais c'est de bien définir le périmètre du projet de prévision avec une question en fait qu'est-ce que l'on veut prédire en l'occurrence ici c'était les ventes, mais est-ce qu'on veut prédire ces ventes à une maille catégorie produit, au global, à une maille produit, est-ce que sous quelle temporalité on a besoin de ces prévisions, en l'occurrence pour Samsung c'était à une maille semaine et projeté sur plusieurs mois. Et enfin, quels sont les leviers d'action que l'on cherche à optimiser? Parce que c'est hyper important de le prendre évidemment en compte. L'objectif étant à la fin d'optimiser sa performance business. Et donc, il faut s'assurer de savoir sur quel facteur explicatif de la performance business on est capable d'agir. Le second élément important à réaliser dans la phase de cadrage, c'est de bien définir les objectifs que l'on se fixe par rapport à ce projet. Et en réalité, ce sont des objectifs qui sont, on va dire, des objectifs quantitatifs. Donc l'idée, c'est de pouvoir valider l'ensemble des critères qui permettront de justement valider que le projet est une réussite et qu'il a généré de la valeur. Donc Dunia l'expliquait en introduction. En l'occurrence, pour Samsung, les critères ils étaient au nombre de 3. Le premier, c'était celui de faire gagner du temps aux équipes en automatisant ce processus de prévision des ventes. Le second, c'était celui d'avoir un modèle qui prédise au moins aussi bien, voire mieux que ce qui était fait précédemment.
Et le troisième critère, c'était de pouvoir vraiment avoir des recommandations d'optimisation pour améliorer son business, et en l'occurrence avec un focus sur les investissements médias. Et une fois qu'on a fait ces deux phases, l'objectif, c'est de prioriser les différents cas d'usage en évaluant à la fois les gains qu'ils peuvent générer et également la complexité de mettre en place, avec en réalité, et on le verra juste après, le principal critère qui est celui de la capacité de l'entreprise à récupérer les données qui sont nécessaires à la prévision. Et enfin, dernier élément et non des moindres, c'est celui de définir une gouvernance claire dès le début du projet, définir qui sera l'honneur de ce sujet. On est sur des sujets qui sont à la frontière entre le business et la data ou la technique. Et donc, du coup, le sujet organisationnel est important à bien valider parce que ça fait intervenir un grand nombre d'équipes sur ce type de sujet. Également identifier et onboarder les utilisateurs finaux, donc ceux qui consommeront les prévisions et qui seront également à la manette des optimisations à réaliser. L'objectif étant qu'ils comprennent bien le projet, qu'ils puissent aussi au fil de l'eau amener leurs différents feedbacks, et on le verra, c'est hyper important dans ce type de projet. Et enfin, bien évidemment, mettre en place de nouveaux process internes si nécessaire. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de pouvoir vraiment capitaliser sur les gains en termes de temps que l'on fait par l'automatisation et que ça puisse être supporté derrière par une organisation et des process qui soient eux aussi efficaces. Et donc j'évoquais précédemment un des sujets hyper clé dans ce type de projet, c'est la capacité de récupérer les bonnes données et de mettre en place un dataset d'entraînement qui puisse permettre la prévision. Martin, ce que je te propose, c'est que tu puisses un petit peu nous expliquer en quoi consiste cette phase-là et quels sont les tenants et les aboutissants. En effet, il s'agit là d'un prérequis important pour construire un modèle qui va fonctionner derrière, étant donné que le machine learning, on le disait, repose sur finalement la recherche de corrélation au sein d'un jeu de données avec lequel il va être entraîné. Ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est disposer d'un jeu de données qui soit explicite, qui soit suffisamment profond, qui soit suffisamment varié, qui soit en fait représentatif du problème métier qu'on cherche à prédire et de l'environnement dans le contexte dans lequel il évolue. Donc, en l'espèce, ça consiste à sélectionner les données adéquates dans le data lake Samsung et de se dire, voilà, si dans un premier temps, je veux chercher à prédire le chiffre d'affaires, quelles sont les variables qui me paraissent être corrélées avec ce chiffre d'affaires et dans l'optique derrière de pouvoir optimiser les dépenses médias, les dépenses marketing associées, j'ai intérêt à également inclure ces éléments-là au sein de mon premier jeu de données. Donc là, se posent des questions avec l'ensemble des parties prenantes de où sont stockées les données, quelles sont les variables prépondérantes si je cherche à optimiser le chiffre d'affaires par canal, par division de produits, par semaine. C'est une démarche, et c'est souvent le cas, qui est itérative. On va partir des données évidentes, strictement nécessaires. On va aussi poser les premières briques de nettoyage de données. Comment est-ce que je fais coïncider des sources de données différentes? Comment est-ce que je les mets sur une maille temporelle? Comment est-ce que je vais boucher d'éventuels manques, d'éventuels trous dans mes données? Par quoi je vais remplacer des valeurs manquantes, etc. C'est des sujets de débat, mais qui sont importants pour, encore une fois, asseoir derrière la capacité de ce modèle de machine learning à prédire efficacement le chiffre d'affaires et derrière à optimiser les dépenses médias. Une fois que ce premier jeu de données d'entraînement est construit, en fait, on va chercher à établir un premier modèle de prévision et donc à entraîner un modèle de machine learning. Je le disais tout à l'heure, un modèle, c'est en fait une équation mathématique. Ce qu'on cherche, c'est à trouver l'équation mathématique qui est la plus proche de la distribution des données. C'est ce qui va nous permettre derrière de prédire une nouvelle information avec une fiabilité accrue. Là, sur la droite de la slide, vous avez par exemple, de façon extrêmement schématique, 3 types de modèles qui pourraient être faits à partir des jeux de données. Ce qu'on fait en machine learning couramment, c'est qu'on sépare ce jeu de données conséquent qu'on a pu construire et qu'on a pu nettoyer en 2 jeux de données séparés. Un jeu de données d'entraînement qui va donc alimenter le modèle d'exemples et à partir desquels il va chercher des corrélations, et un jeu de données test
dont on va masquer les valeurs réelles au modèle dans un premier temps et du coup sur lequel on pourra le tester, c'est-à-dire mesurer la précision avec laquelle il est en capacité désormais de prédire en l'espèce le chiffre d'affaires réel dans un contexte donné. Donc là, ce qu'on voit sur la droite, c'est finalement 3 modèles avec ces petites droites, ces petites droites vertes qui vont être plus ou moins proches, donc avec une erreur plus ou moins importante de mes données d'entraînement en rouge et de mes données de test en bleu, donc que le modèle ne connaît pas. Et bon, ce qu'on peut ici conclure, c'est encore une fois très très schématique. Là, on est en 2D. Il faut imaginer que dans le modèle Samsung, on a à peu près 80 variables explicatives. C'est que le modèle 3 paraît globalement plus cohérent parce que il minimise l'erreur, il minimise la distance à la fois s'agissant des données d'entraînement qui sont en rouge et des données de test qui sont en bleu. Donc, dans sa logique d'entraînement, ce qui est venu faire le modèle, c'est à chaque fois s'auto-évaluer, c'est-à-dire établir cette métrique d'erreur de distance par rapport à la valeur réelle qu'il connaissait et ajuster un certain nombre de variables calculatoires dans l'objectif de se rapprocher des valeurs qu'on lui soumet en tant qu'exemple pour que, in fine, quand il est soumis à un nouveau contexte, donc là, ici, les variables, elles sont assez schématiques, mais assez représentatives des variables explicatives clés dans le modèle qu'on utilise aujourd'hui pour Samsung. C'est des éléments temporels. Quelle est la date, du coup, quel mois, quelle saison, quel est l'événement calendaire peuvent avoir lieu en même temps, quel est le canal marketing qui a été activé, à quelle division produit, de quelle division produit on parle, quelles sont les dépenses qui ont pu être faites dans le passé, quel a été le taux de disponibilité des produits en l'espèce, est-ce qu'on a eu des événements, des lancements de nouveaux produits spécifiques qui pourraient expliquer des pics importants, est-ce qu'il y a des événements concurrentiels importants qui pourraient expliquer au contraire des creux. Voilà, tout ça est fait en tout cas pour donner un contexte global au modèle et lui permettre de prédire avec des variables explicatives qui derrière pourront être utilisées dans un environnement nouveau et inconnu pour fiabiliser des prévisions de vente. Et dans ce cadre-là, l'utilité de la plateforme Vertigo, c'est d'être en capacité de tester automatiquement des centaines d'algorithmes mathématiques et des jeux de paramètres différents assez importants, voire d'en combiner plusieurs pour trouver le ou les modèles les plus fiables, et également de faciliter l'enrichissement du jeu de données, qui on le voit avant tout des jeux de données internes au data lake de Samsung, avec des variables explicatives externes qui peuvent permettre d'améliorer la fiabilité du modèle. Ça peut être des variables liées à un calendrier commercial général, ça peut être des variables liées à l'impact du Covid pour dépolluer les périodes de confinement, par exemple, ici en l'espèce. Et c'est une approche qui est éminemment itérative et qui va nous permettre au fil de l'eau, avec les échanges avec l'équipe de Dounia et avec le métier, de comprendre pourquoi est-ce que le modèle était moins bon dans certains cas de figure, pourquoi est-ce qu'il l'était sur l'autre, est-ce qu'on a des données complémentaires et un contexte complémentaire avec lequel on pourrait l'entraîner pour lui permettre de justement mieux capter certains événements à côté desquels, dans un premier temps, il peut passer faute de données suffisantes ou d'une qualité suffisante de ces données. Avant qu'on passe au résultat, je voulais juste ajouter par rapport à ce que tu dis, Martin, qu'il y a eu un vrai travail interne finalement pour réaliser ce POC avec du coup Converteo, comme je disais, en support, pour récupérer, nettoyer, réconcilier les données. Ça n'a pas du tout été simple et je veux juste préciser en fait que cette partie elle est absolument pas à négliger, au contraire, parce qu'en fait même si on se parle d'IA, il y a vraiment pas de magie. Le projet il est dépendant de la qualité de la donnée en entrée et c'est primordial du coup de faire ce gros travail finalement de fond avant d'entamer quoi que ce soit. Et on a pu aussi constater que côté Vertigo, il y avait un réel contrôle du modèle, donc on a pu leur faire confiance aussi grâce à ça. Il y avait un accompagnement personnalisé step by step, donc ça c'était génial aussi. Et ça nous réconforte sur l'idée que finalement, même si on se parle d'IA, c'est pas totalement abstrait. Il y a vraiment des gens compétents qui peuvent nous accompagner sur ces sujets-là. Et au final, on a pu voir du coup sous le capot la manière dont la modélisation était faite. Et c'est aussi ça qui nous a permis aussi de juger des résultats à la fin du POC. Donc, si on se parle là maintenant concrètement des résultats et de la valeur ajoutée de la prévision, on a vu qu'il y a eu on a eu des prévisions qui, au niveau de la data, qui atteignaient 80%, ce qui était finalement le minimum pour nous requis pour juger de ce POC et de savoir s'il était probant ou pas.
On a même atteint 96% sur certains mois, ce qui est quelque chose qu'on n'avait pas forcément réussi à atteindre auparavant en le faisant à notre manière manuellement. Donc ça c'était quand même très très bien pour nous. Le modèle il a été automatisé, ce qui permet finalement de rafraîchir simplement et rapidement les datas et d'effectuer des projections plus simplement et entre guillemets chacun des membres de l'équipe peut le faire aussi. Donc ça c'est vraiment pas mal pour être quand même très agile sur la partie prévision. Et on a aussi vu que le poids de la variable associée aux dépenses médias, elle a permis de poser les premières bases finalement, les premières pierres de l'approche de simulation cible. Et on a finalement constaté que varier ces dépenses médias implique bel et bien en fait une évolution du CA projeté. Donc ça c'est une conclusion qu'on attendait et ça nous a permis aussi de le constater avec des chiffres réellement quoi. Donc voilà. Martin, je te laisse la parole. Ouais, en effet, merci Dunia. Dans un premier temps, on voulait valider la cohérence des prévisions qui pouvaient être générées par ce modèle de machine learning, mais la finalité, c'est derrière d'être en capacité de suggérer aux équipes médias de Samsung le bon budget, ou en tout cas un budget qui paraît mathématiquement optimal dans le but de maximiser soit le chiffre d'affaires projeté, étant donné qu'on est en capacité de le prédire, soit le retour sur investissement entre ces dépenses médias et le chiffre d'affaires rencontré in fine. Donc en fait, sur la base de ce modèle d'apprentissage, ce qu'on est venu construire, c'est un champ des possibles, un certain nombre de scénarios, et on est venu tester justement le CA qui serait généré par division, par semaine et par canal, si on jouait chacun de ces scénarios. Et donc ce qui varie dans la définition de ces scénarios, c'est en fait le budget média qu'on suggère de dépenser semaine après semaine. Donc on a commencé avec des définitions de ces scénarios relativement simples. En fait, on partait d'une enveloppe maximum par semaine et on venait tester de manière incrémentale par pas de centième de ce budget max ce que ça générerait en chiffre d'affaires et du coup on venait peut-être suggérer de ne pas dépenser la totalité de l'enveloppe mais de se limiter à, je sais pas, à 75% parce que c'est là où on avait le retour sur investissement optimal et c'est là où on générait déjà le chiffre d'affaires maximum. Et au fil de l'eau, en fait, on est venu complexifier ces jeux de scénarios et ces contraintes pour s'orienter vers le scénario. Ici, encore une fois, c'est très schématique. On peut lire ce schéma comme les bulles étant l'ensemble des scénarios que la plateforme est en capacité de projeter en fonction des patterns de vente du e-store de Samsung, en fonction des dépenses marketing sur les différents médias et des différentes divisions produits. On a les contraintes qui nous limitent dans la définition de ces différents scénarios. Je veux pas dépasser mon enveloppe maximum. En même temps, je veux dépenser au minimum entre 70 et 80% du budget. J'ai le droit d'allouer un certain nombre d'un budget d'un canal A vers un canal B. Par contre, je ne peux pas réallouer le budget d'une division produit donnée vers sa voisine. Et à partir de là, je vais générer l'ensemble des chiffres d'affaires projetés pour les mois à venir par semaine, par division produit et par canal et chercher le scénario qui vient maximiser ce ROAS, ce Return on Ad Spend, donc le ratio finalement entre ma dépense média d'un côté et le chiffre d'affaires généré de l'autre. Et donc, je disais, au fil de l'eau, on est venu enrichir avec des dialogues avec les équipes Samsung l'ensemble de ces contraintes, l'ensemble de la définition de ces scénarios pour inclure aussi des éléments qui sont liés à la façon dont vous travaillez, Dunia, avec vos agences médias, par exemple, en termes de temporalité notamment. Oui, donc en fait, pour que l'IA puisse nous fournir des recommandations réellement actionnables, il était nécessaire pour nous de comprendre quelles étaient les contraintes liées aux équipes médias, quelles étaient les contraintes métiers quelque part. Donc on a dû fixer des budgets minimum et maximum en fonction des leviers d'acquisition, comprendre sous quelle temporalité les recommandations d'optimisation elles devaient être transmises pour que l'équipe Vertigo puisse être en capacité d'opérer ces changements. Et lorsque je parle de contraintes métiers, je pense notamment au budget par objectif marketing et commercial, à la ventilation en fonction de l'historique des performances des campagnes passées, les accords cadres aussi avec les partenaires médias que l'on a, la réactivité des agences pour assurer les shifts en cours de campagne. Bref, il y a tout un tas de raisons.
et de contraintes finalement qu'il était nécessaire finalement pour nous de lister pour être sûr que ça fonctionne proprement et qu'on n'ait pas de soucis en plein milieu de ce travail. Donc voilà, il y a eu un gros travail de cadrage et de coordination et heureusement qu'on a eu le support de chacune des équipes pour réaliser tout ce travail de fond. Et très concrètement, aujourd'hui, pour vous montrer comment ça marche, je vais partager mon écran et plutôt l'instance sur la plateforme Vertigo qu'on a mis en place avec Converteo pour Dunia et son équipe chez Samsung. En fait, même si aujourd'hui l'ensemble des variables explicatives et l'ensemble des contraintes intégrées apparaissent relativement complexes, nous, ce qu'on construit derrière, c'est des tableaux de bord qui sont extrêmement simples à utiliser s'agissant des équipes métiers. Par exemple, là, ce qu'on y voit, c'est l'ensemble des budgets suggérés, donc je le disais, par division produit et par canal marketing, par notre application pour les semaines à venir. Là, on est sur la fin du mois de novembre et les premières semaines de décembre, si c'est des éléments qui ont été anonymisés. Mais voilà, ce à quoi la plateforme aboutit, c'est en fait, on le voit mieux dans ce petit tableau, une suggestion de ce qui apparaît mathématiquement comme étant optimal une fois qu'on a respecté l'ensemble des contraintes métiers qu'évoquait Dunia. Par exemple, s'agissant de pub Facebook pour la division produit numéro 2 et pour la semaine du 31 décembre, le modèle suggère de dépenser 1 300 € pour un revenu estimé qui est à un peu moins de 49 000 € ici, par exemple. Donc en fait, c'est vraiment ça qui chaque mois, étant donné que désormais on est connecté au data lake de Samsung, de façon en fait automatisée, on a un scheduler qui permet de lancer l'actualisation de ces simulations chaque début de mois, le premier lundi, je crois, à 10h pour venir, en fonction des derniers éléments de chiffre d'affaires générés par le eShop de Samsung, des dépenses marketing effectuées au sein des dernières semaines, le modèle de machine learning sous-jacent est réentraîné, les contraintes sont actualisées, l'ensemble de ces éléments sont projetés pour donner en fait des billes aux équipes médias pour faciliter la prise de décision pour les dépenses à venir par semaine, par canal et par division produit, de manière, je le disais, simple et assez intuitive derrière. Ça marche parce qu'on est complètement intégré aujourd'hui au système de Samsung, et pour les interlocuteurs un peu plus métiers ou pour vérifier au fil de l'eau et éviter l'effet boîte noire que Dunia pouvait évoquer tout à l'heure, on offre aussi des capacités à des interlocuteurs un peu plus techniques de venir fouiller dans le dernier entraînement du modèle de machine learning, par exemple, et de venir comprendre quels ont été le détail des variables explicatives et leur poids relatif dans les prévisions et donc dans les optimisations qui sont générées. Ici, on voit que ce qui a compté, c'est évidemment les dépenses médias du passé, c'est le fait qu'on ait eu le lancement d'un nouveau produit ou qu'on ait eu des événements calendaires assez spécifiques qui justifient en fait la répartition des différents canaux d'acquisition et l'optimisation des dépenses médias sous-jacentes dans l'objectif de maximiser encore une fois ce retour sur investissement de la dépense média derrière. Et je reprécise, avant d'enchaîner, Martin, que pour les experts médias qui pourraient être là et qui ont vu certains chiffres, évidemment, il s'agit de données totalement randomisées pour l'exercice de ce webinaire. Et ceux qui ont fait le calcul de tête, non, on n'a pas un ROI de plus de 40 sur Facebook, en l'occurrence, sur ce sujet. Voilà, c'est juste pour l'exercice de ce webinaire et pas de présenter les chiffres de cette. Du coup, on peut se dire quand même que ce premier MVP était probant. On a dû capitaliser et on capitalise encore aujourd'hui sur tous les feedbacks en fait de toutes les équipes pour enrichir encore le modèle et affiner les contraintes prises en compte pour être sûr que ce soit le plus clean possible et que ça fonctionne et que ça serve surtout à toutes les équipes puisque finalement on peut élargir ce travail à plusieurs sujets qu'on évoquera après. Et du coup, Dounia, est-ce que tu peux nous préciser peut-être, enfin, tu avais commencé à le faire, mais quelles sont les prochaines étapes du projet?
Du coup, comme je disais, donc on essaie d'intégrer un maximum les retours des utilisateurs, d'affiner les contraintes et les process aussi pour que ce soit moins fastidieux et qu'on tienne compte en fait de tous les éléments entre guillemets externes à ce sujet. Du coup, on essaie aussi de se dire quelles seraient les prochaines étapes sur le sujet pour rendre le tout plus intéressant encore, et puis surtout que ça serve encore plus à toutes les équipes. On essaie un peu de flaguer les besoins de chacune des équipes pour se dire comment on peut leur faire gagner du temps sur la partie prédiction, et donc on pensait à différents cas de figure, mais en gros ça peut être appliqué à tout un tas de sujets, notamment les données promotionnelles. On se dit qu'il y a un gros travail à faire là-dessus et ça peut être intéressant de pousser le modèle sur ce type de sujet. Et également, l'un des sujets qu'on a décidé récemment, c'est la partie stock, où on se dit ça peut être hyper intéressant de pousser ce sujet sur les stocks afin de mieux gérer les ruptures, et surtout satisfaire notre clientèle qui aujourd'hui est très demandeuse, et on se dit que ça peut être un travail hyper intéressant et qui pourrait servir aussi bien à la partie analytics, mais aussi à la partie aussi catégorie manager. Ça peut être ça peut être un travail finalement d'équipe qui peut être intéressant sur les mois à venir. Écoute, merci Dounia. Donc effectivement là les premières étapes du projet sont positives, avec un modèle de prévision qui prédit encore mieux et de manière automatisée, une capacité à réallouer les investissements médias, et donc de les optimiser. Et comme tu disais, Dounia, les next steps que vous envisagez à tout ça, c'est finalement de travailler sur les autres facteurs de la performance business, et en général, notamment pour le e-commerce, c'est lié effectivement aux investissements médias, mais aussi au niveau de générosité promotionnelle que l'on a, et également à la capacité à pouvoir avoir les produits en quantité suffisante, notamment pour certaines périodes clés. Tout à fait. Écoutez, voilà, on arrive à la fin de notre présentation. Il nous reste quelques minutes pour prendre des questions s'il y en a dans le chat. Alors, j'en ai vu une, même deux. Merci Chloé. Donc, la première question, c'est quelle était la durée du POC chez Samsung? Martin, est-ce que tu veux prendre la balle au bon? Ouais, je peux. C'est un sujet qui a été initié début 2023. On s'est du coup testé assez rapidement s'agissant d'établir, on en parlait tout à l'heure, le niveau de fiabilité du modèle de prévision sur la totalité de l'année 2022. Faut savoir que la performance commerciale et les patterns de vente sont assez saisonniers et évoluent grandement au fil de l'année. Donc on voulait vraiment une année complète pour pouvoir s'entraîner et se tester. Et après, finalement, au bout de 4 mois, un premier modèle a été mis en production, et depuis, on continue de l'améliorer. Donc, globalement, on est sur des durées qui se comptent en semaines, avec comme prérequis le fait de disposer de données, on l'évoquait, relativement conséquentes, relativement propres, et sur lesquelles on puisse, d'un point de vue technique, assez facilement s'y plugger. Et la deuxième question, c'est Dounia, vous parliez de contraintes. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Quelles ont été les grandes difficultés rencontrées? Donc, je pense que c'est ce que tu évoquais, Ouais, sur la capacité à connaître les contraintes des équipes médias. C'est ça. Du coup, il y a eu un espèce de travail de recensement en fait des équipes, donc savoir quelles sont les contraintes par métier. Donc sur la partie média, par exemple, je parlais des contraintes précédemment liées aux accords cadres, par exemple. Enfin, tout un tas de problématiques propres aux médias. Mais c'est vrai que en plus de ça, il y a aussi le fait que on ait besoin de données, on ait besoin de vérifier finalement si ça fonctionne aussi. Donc il y a un gros travail aussi de check de la part des équipes. Il faut que les gens s'investissent aussi pour que ce POC il soit réalisable dans de bonnes conditions. Il y a un gros travail de cadrage, je le disais précédemment aussi, et donc ça sous-entend vraiment la disponibilité des équipes et le fait que tout le monde travaille un peu ensemble
pour réussir ce travail commun. Et donc nous, on est content des résultats du POC. Alors ça aurait pu être différent, mais là pour le coup ça a bien fonctionné et c'est pour ça aussi qu'on fait confiance à Vertigo aujourd'hui et qu'on se dit pourquoi pas faire enfin élargir finalement les sujets de prédiction. Mais voilà, grosso modo c'est ça. L'idée c'est il faut que tout le monde travaille ensemble et soit aussi disponible pour réaliser ce travail commun. Merci Dunia. Je vois une autre question qui est double d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des gros changements d'une semaine à l'autre dans les prédictions de budget des ventes et comment l'équipe média mesure et face en cas de réconciliation? Alors, il faut que je la relise avant. Ne colle pas avec les prédictions. Et je peux peut-être la prendre. La première partie de la question, en effet, nous, c'est une contrainte qu'on a intégrée, à savoir dans les éléments avec lesquels les agences médias, avec lesquelles Samsung travaille. Une des contraintes, c'est d'avoir une certaine stabilité dans les budgets pour pas rendre fou derrière les bids et les algos côté Google Ads ou Facebook Ads. Donc nous, on a contraint le modèle à ne pas faire varier dans les suggestions de dépenses médias de plus ou moins 30% d'une semaine à l'autre ce qu'on peut être amené à suggérer. Donc ça, c'est un élément qu'on intègre en amont et qui vient limiter le champ des possibles dans la suggestion des dépenses à allouer par canal et par semaine. Et la deuxième partie de la question, c'était qu'est-ce qui se passe quand les prévisions ne collent pas à la réalité? En effet, les variables explicatives qu'on a aujourd'hui, même si elles sont nombreuses, il y a toujours des événements extérieurs qui peuvent expliquer des variations que le modèle ignore. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on s'en sert pour identifier des gisements d'amélioration futures en termes de modélisation. Est-ce que des données peuvent être ajoutées? Je sais pas, je pense à des données concurrentielles, par exemple, s'il y a une grosse activité de concurrents directs ou des lancements de nouveaux produits côté concurrent, évidemment, ça va avoir un impact sur le chiffre d'affaires du e-store de Samsung, par exemple. Ça, c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler pour enrichir le modèle avec ce genre de données. En tout cas, ce qui est important, c'est d'avoir un vrai travail d'analyse derrière et de se dire a posteriori qu'est-ce qui a fait que avait été prédit X et la réalité c'est Y. Est-ce qu'on peut déjà rationaliser un peu cet écart et du coup comment est-ce qu'on pourrait à l'avenir chercher à limiter cette erreur? Et les autres questions, est-ce que on a également ajouté des données d'investissement média plutôt axé branding? Donc la réponse elle est effectivement oui, même si il reste une partie du offline à intégrer. Et comme on le disait, on l'a fait un peu aussi step by step en fonction de la complexité d'avoir les informations et aussi de pouvoir être en capacité derrière d'en tirer des optimisations. Mais oui, ouais, en effet, dans les canaux qu'on montrait là dans l'exemple, c'était vraiment des canaux TikTok, ouais, Facebook, Google Ads, mais c'est des données anonymisées, pseudonymisées. Dans les faits, on a aussi des canaux de type display qui correspondent à des campagnes, notamment des campagnes télé ou des campagnes d'affichage côté Samsung. Sur celles-ci, on n'a pas de conversion directe et on peut pas relier, on comprend bien, la campagne avec un achat direct sur le e-shop, mais on voit que ça permet une certaine awareness et certaines dynamiques dans les ventes futures. Donc oui, c'est des éléments qui sont intégrés au modèle aujourd'hui. Et est-ce que l'on confronte nos résultats avec d'autres sources de données, notamment les forecasts qui sont faits par l'équipe supply? Alors sur la partie supply, c'est une très bonne question parce que du coup ça fait partie des next steps. Aujourd'hui, on a intégré ces dimensions notamment de stock au modèle, mais on n'a pas encore travaillé sur la partie optimisation purement des stocks, et c'est ce qu'évoquait Dunia. Ça fait partie des deux principaux sujets qui seront les next steps pour Samsung. C'est celle, en plus d'affiner les investissements médias, de pouvoir optimiser
leur promotion. Est-ce que j'ai le bon niveau promotionnel? Est-ce que si je fais un moins 100 euros versus un moins 150 euros, bah en fait j'ai toujours le même niveau de performance, et donc du coup c'est de la rentabilité d'un point de vue investissement marketing que je réalise. Et de la même manière pour les stocks, comment s'assurer sur des certaines catégories de produits, notamment d'électroménager par exemple, que je suis pas en rupture de stock, et comment anticiper de manière efficace. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est intégré au modèle, mais pour, on va dire, aider à la prévision, mais pas qui n'a pas encore été activé dans une logique d'optimisation. Et la maille de prévision est peut-être pas tout à fait la même pour des prévisions supply. Il faudrait, je pense, assez vite descendre aux produits ou à des familles de produits assez fines. Là, on est vraiment sur des prévisions en chiffre d'affaires et pas en quantité, et relativement macro, dans le sens où on va prédire par division produit. Donc, on vient séparer le blanc, le brun de la division mobile globalement, et on rentre pas, par contre, dans le détail des ventes qui seraient assujetties à telle ou telle référence produit, par exemple. On est un peu plus haut niveau. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a plus d'autres questions. Écoutez, on a tenu le timing. On vous remercie. Alors, je vois que Yasmine est en train de taper dans le chat. J'attends quand même, si jamais il y a une dernière question. C'était pour nous dire merci. Bon, bah, très bien. Merci, Yasmine. Bah, écoutez, on va vous libérer. On vous remercie pour votre attention. On espère que le sujet est plus clair pour vous, qu'il a pu vous inspirer également dans vos futurs projets, et bah, au plaisir de pouvoir échanger avec vous sur ces thématiques. Voilà. Excellente fin de matinée à tous. Merci à tous. Merci, bonne journée.